Américains venus libérer le sol de France, 7 janvier 45, donc après la libération de Saint-Valery. Hein. Ils sont morts accidentellement à Saint-Valery-en-Caux. La plaque est malheureusement pas assez explicite. Non, moi je ne connais pas l'histoire. Alors, je vais vous la révéler, cette histoire, hein, c'est rien de secret, mais au préalable, on va rappeler qu'il y a eu quand même ici une gare dès 1880, ce qui a complètement changé la vie à Saint-Valery-en-Caux, les activités économiques, tout a changé. Parce que finalement, nous, ça nous paraît évident, mais il y a un moment, il n'y en avait pas. Par contre, si vous le voyez sur cette carte, à partir de 1850, on va déjà de Paris à Dieppe au train et au Havre également. 1850. Si on passe en 1870, on voit qu'on va toujours de Paris à Dieppe ou au Havre, mais qu'en plus on va à Fécamp. Et si on arrive en 1890, cette gare a été construite dans l'intervalle, on voit qu'effectivement on va de Paris à Saint-Valery-en-Caux, à Fécamp, puis on voit aussi quelque chose qui est un peu étrange, on voit des lignes un petit peu intérieures. Donc, ces lignes intérieures, ben, on les voit très bien sur cette carte de 1910, c'est qu'on pouvait aller de Dieppe à Fécamp par la plaine. Arrivées en France, elles arrivent par le Havre, elles sont chargées, si j'ose dire, le mot est presque exact, dans des wagons à bestiaux, avec porte coulissante, et on amène les gens ici à Saint-Valery. À votre avis, pourquoi viennent-ils ici, ces GIs américains? Vous savez. Donc, on y vient parce que, en fait, si vous voulez, il y a à côté d'ici, à Saint-Riquier, c'est à 5 kilomètres d'ici, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a un petit aérodrome que vous connaissez peut-être? Non. Il est important puisque sur ce petit aérodrome qui existe toujours, là vous avez de vue aérienne, vous auriez vu ça. C'était en fait un campement gigantesque, un camp de transit américain, le camp Lucky Strike, comme les cigarettes. Et si on s'en rapproche, c'était des tentes qui avaient un petit peu cet aspect-là. Je vous prie de pardonner la qualité des photos, elles sont très dures à trouver. Là, on voit des GIs, puis on voit aussi un petit peu l'aspect des tentes. Et puis ces camps cigarettes, eh bien, ils servaient aux gars à arriver, à prendre contact avec le Socle de France, à être répartis vers les différentes destinations où les combats se poursuivaient dans l'Est. Et quand ils avaient terminé de combattre, là, ils repartaient et ils passaient par le camp Lucky Strike pour préparer leur retour aux États-Unis. Le 17 janvier 45, les freins du train lâchent aux environs de Neville, après c'est une descente. Et donc il va percuter la gare, la transpercer entièrement. Voilà ce qui restera, hein. Ah, bah, d'accord. Vu de face, un peu comme ce qui s'est passé à la gare Montparnasse. Oui. La gare transpercée, une centaine de morts militaires, pas de morts civiles a priori, mais une gare définitivement foutue. Donc elle sera reconstruite après-guerre et elle aura ce faciès-là. Ouais. Simplement, bon là, elle n'est plus une gare. Pendant de très près, vous verrez que ce sont des grains de sable agglomérés. Les Anglais l'appellent sandstone, la pierre de sable. Le grès, lui, il est tout au-dessus. Dans les couches géologiques, il est tout au-dessus. C'est-à-dire que le silex, lui, se répartit sur des millions d'années. Le grès, il est tout en haut. Et il tombe régulièrement. Quand la falaise s'éboule, vous avez des gros grès qui tombent. Ça fait des gros grès de Sotteville-sur-Mer ou de Vaste-Rival. Des très bons endroits pour la pêche au bouquet. Et ce qui était intéressant dans tous ces matériaux de pays, c'est que d'une part, ils étaient connectés localement, mais qu'ils ont une grande diversité. Le grès, il peut être un peu ocre, peut être un peu beige, peut être bleu, peut être gris. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas ennuyeux. Il n'y a pas de répétition comme avec une brique, si vous voulez. Pareil pour les silex. Les silex les plus prisés, ce sont les noirs et les blancs. Et ces silex, ils ont été travaillés par l'homme. L'homme travaille le silex depuis l'histoire. Mais ceux-là, c'était des tailleurs de silex locaux qui, simplement en regardant la pierre, savaient pertinemment où taper sur le sel. Parce que c'est vraiment un aliment dont on a besoin. Donc, ici derrière moi, c'était le grenier à sel du canton de Saint-Valery-en-Caux. Les gens étaient, à l'époque, avant la Révolution française qui a évacué tout ça, on était obligé d'acheter du sel, une certaine quantité de sel, et il était hyper taxé dans certaines régions. La nôtre, par exemple. Et c'est pourquoi cette carte est importante. Ici, vous voyez que la zone blanche, c'est une très grande zone où le sel est très très cher. Le sel, là, ici, il fait entre 54 et 61 livres le minot. Peu importe le minot, et 3 livres le minot. Qu'est-ce qu'il y a quand même, hein?
En Gascogne, il n'était pas très cher. Il était entre 6 et 7, 9 livres le minot. Et je vous dirai pourquoi. Dans des régions comme ici, il n'était pas très cher non plus. Il n'était pas très cher ici non plus. Hein. Par contre, là, on était plein pot. Tout simplement parce que ces régions-là étaient des régions productrices de sel. Là également, vous aviez des salines. Vous aviez des salines continentales aussi, hein, dans l'intérieur des terres. Et puis vous aviez des zones comme ça. Par exemple, dans le Cotentin, ce qu'on faisait, c'est qu'on asséchait, on déshydratait l'eau de mer. En échange de quoi, car rien n'est gratuit sur cette bonne vieille terre, on leur a demandé de participer assez activement à la rénovation du port de Saint-Valery-en-Faux, qui commençait à présenter quelques signes de vétusté. Mais en tout cas, ils l'ont obtenu sur France Allée, c'est répertorié, on trouve ça aussi, quand vous tapez Saint-Valery-en-Faux, exemption de Gabelle, vous trouverez des documents si vous voulez. On appelle une huîtrière sauvage, c'est-à-dire un parc à huîtres sauvage. Des grosses huîtres qu'on appelle les pieds de cheval. C'est plus grosse que la cancane. Hein. Très iodées, on en trouve encore. Et à la fin du 19e, il y a un concessionnaire, un privé, qui a rationalisé la collecte des huîtres pieds de cheval, sachant que ça semblait la récolte semblait infinie. On avait l'impression qu'il y en aurait toujours. Quelle idée de faire des parcs à huîtres dans une espèce d'eau saumâtre. Oui, une vase. Parce qu'en plus, c'était pas du tout comme c'était pas un port, c'était une espèce de lagune, enfin, on voit très bien d'ailleurs. On les voit, il y a une photo de mauvaise qualité, mais on les voit, les parcs à huîtres. Il n'y a absolument pas daté. J'ai cherché, personne n'a la date, ni regard cauchois, ni... Mais c'est une jolie, c'est un plan, enfin c'est pas un plan, c'est une perspective. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout ceci, c'est ce qu'on appelle maintenant l'arrière-port, hein, ou le bassin de retenue. Il y a déjà un, là où il y a l'actuelle place du marché. Ah oui. Et qu'il y a donc un battement des marais. Hein, et que, en fait, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'avant la guerre, Saint-Valery était inondé, la place du marché était inondée au moment des grandes marées. Parce que le quai était beaucoup plus bas que maintenant. Ils ont rehaussé le quai après la guerre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y avait une tour ici qui n'existe plus. De cette tour partait un énorme cordage qui barrait l'accès du port la nuit, hein, ou quand il le fallait. On voit aussi que il y avait du peuplement, tout à fait. C'était la route du Havre. Hein. C'est-à-dire que pour aller de Dieppe au Havre, on passait par Saint-Valery-en-Faux. Et donc à l'époque, on faisait ça. Hein, pour aller. Il y avait aussi un grand chemin de plaine qui passait au lac de Degré. Mais on pouvait passer par les villes de la côte. Donc tout ça a bien changé. Mais néanmoins, les pénitents existaient déjà. Grande nef qui pouvait entrer dans Saint-Valery. Voilà. Donc ça, ce sont des images. Bon. Et puis là, pas loin d'ici, vous aviez ce genre de paysage. Non seulement à la construction, mais il servait déjà à fabriquer des pâtes céramiques, des abrasifs. Il sert toujours à ça, le silex. Hein, toujours une utilisation. Il est travaillé. Des peintures au sol. Oui, c'est le carnet. Le turbo, très bon, un peu cher, mais vous avez aussi la barbue qui est délicieuse. Alors après, vous avez les poissons cartilagineux, moi, ce que j'aime moins, hein, tout ce qui est roussette. C'est un peu spécial. Ça, donc, on en trouve que quand on pêche soi-même. Ça aussi, on en trouve sur les étals maintenant. C'est très rare de trouver des tourteaux sur la plage, mais ça n'est jamais arrivé. Les homards, c'est dans des casiers, hein, c'est les pêcheurs. Alors, le vigno, enfin, il y en a plein. Alors ça, le vigno, il y en a pour un bout de temps, ouais. Et le bouquet, voilà, on peut pas le pêcher n'importe quand. La la balance. Vous avez encore des rivières, qui habitent dedans, qui font donc un travail. C'est pas du tout la même topographie, en fait, à cause de ça. Nous, on n'a plus de rivière depuis le 5e siècle. La rivière de Saint-Val, dit-on, a été bouchée parce que c'était un lieu de culte païen. Et au moment des grands missionnaires, type Valéry, qui était un missionnaire chrétien, on a bouché les lieux de culte païen, dont les pour éviter, on le voit quand on est dans l'Uneray, vous avez de très belles demeures. Il n'y a pas de tour. Vous voyez? Ah oui, ça se sent tout de suite. Donc ces guerres de religion ont provoqué au niveau du clergé local
catholiques et des nobles qui étaient en accord avec la foi chrétienne, a provoqué l'idée de faire venir des communautés comme celle-ci. C'était une communauté franciscaine de pénitents, donc des gens qui vivaient de mendicité, mais qui rendaient de grands services, notamment au clergé local, en le déchargeant de l'administration de certains sacrements. Ils avaient le droit d'administrer les sacrements de naissance et de décès. Et puis, ils avaient une fonction aussi, parce que c'était des moines connaisseurs, dans un très très beau jardin botanique médiéval, qui était encore en place il y a 10 ans. Hein. Ah oui. Dommage, hein. Il est fermé depuis quand? Ben, une dizaine d'années. C'est dommage. Et ils avaient aussi une connaissance de plein de choses. Hein. Des moines, c'était des populations lettrées. Oui. Donc faire Érudits, venir des pénitents dans une ville, ça avait un sens d'un point de vue de la vie religieuse, mais également de la vie sociale, parce que ils pouvaient accueillir les gens dans des petits hospices, si on a accueilli des malades. Et d'ailleurs, ce lieu, avant d'être transformé dans ce que je vais vous dire après, a été un hôpital, l'hôpital local de Saint-Valery-en-Caux, avec une petite maternité où pas mal de gens que je connais ont été mis au monde. Il y avait tout ça. Ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que les mêmes pénitents de Picpus arrivent à Veules 1 an plus tôt. Comme il y a toujours eu une petite rivalité entre les deux communes, Veules et Saint-Valery, les Valeriquais conçoivent assez mal que les Veulais aient leurs pénitents et que eux ne les aient pas. Ce qui va accélérer le processus d'accueil des pénitents qui vont s'installer ici. Ça va durer jusqu'à la Révolution française. Le dernier pénitent, il est mort grosso modo à la Révolution française. Et il a fait l'objet d'un roman, d'ailleurs, d'une fille qui s'appelle Martine Marie Muller, un auteur d'envergure nationale, hein, qui a écrit sur ce dernier pénitent, qui était, elle le décrit d'ailleurs comme quelqu'un qui connaissait très bien la médecine dans les temps. Elle a été le témoin d'un accident, d'une catastrophe dont vous avez entendu parler, j'imagine, je pense que c'est en 84, où suite à des pluies diluviennes, la plaine qui se trouve au-dessus, parce que vous avez des champs cultivés très rapidement, en plein été, s'est mis à couler dans la rue. C'est-à-dire que les pottes de paille se sont mises à couler dans la rue, entraînant des voitures. Ça a fait barrage. Ici, l'eau est montée à presque 2 mètres de haut. Donc, ce sont des Névillais, Robert de Néville, qui avait eu la concession de creuser ce port de Saint-Valery-en-Caux, concession qui lui était accordée par l'abbaye de Fécamp, qui possédait les territoires ici. Là, on est, beaucoup plus tard dans l'histoire, on est au-dessus de l'intro de la porte. Vous pourriez lire cette inscription. Je la lis parce qu'on n'est pas vraiment compréhensif. Et sur à qui elle appartenait, Guillaume Ladiré. Alors Guillaume Ladiré, ça on sait pertinemment qu'il s'agissait d'un armateur. C'était probablement une relation de jeu en embout, qui lui était un gros armateur de bois qui est allé au Nouveau Monde à plein de reprises, très riche. Et donc, pourquoi allait-on, avec la vie, sur les terres lointaines que sont le Brésil, au XVIe siècle? Chercher du chocolat. Chocolat. C'est bon ça. Un chef de cacao. Pas vraiment, non. Non. Alors, il faut savoir que les Portugais nous avaient devancés au Brésil. Nous, on est allés sur les traces des Portugais, mais on y allait pour des raisons toutes simples. On voulait du bois. Du bois de Brésil, du bois de braise rouge, qu'on appelle le Pernambouc. Son vrai nom botanique, c'est Pernambouc. Et ce bois, il était rapporté en Europe pour construire, il servait en menuiserie précieuse. Il servait pas à construire des maisons. Là, il n'y a pas de Pernambouc. Mais il servait aussi comme teinture pour les grands drapiers d'Elbeuf ou de Rouen, à savoir qu'on en extrayait une teinture végétale et qu'on teignait en rouge. Là, c'est en train de se il est assez connu. Là, on en voit un nom qui allait chercher le Pernambouc en forêt amazonienne pour le rapporter sur les côtes brésiliennes pour nos navigateurs, dont Guillaume Ladiré. Alors ces armateurs, ils travaillaient en commandite, c'est-à-dire qu'ils étaient souvent financés par de riches bourgeois qui faisaient du business, c'est-à-dire qu'on armait le bateau, mais ensuite on faisait du commerce de ce qu'on en rapportait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes scènes au musée des Antiquités de Rouen. Ce sont des bois, des sculptures sur bois. On voit la même chose, c'est-à-dire des gars très peu vêtus en train de couper des grands bois, et on les voit transporter jusqu'au navire
leur bois de permanent. Et surtout, à l'époque où je vous parle, il y a eu à Dieppe une grande école de cartographie. À savoir que, comme ces découvreurs allaient fort loin, ils rapportaient des récits, des photos, ils rapportaient des croquis et ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Donc, vous aviez des cartographes qui, à Dieppe, dessinaient ce qu'on leur racontait. Oui. Donc, on a à peu près au milieu, là où il y a des voitures, l'hôtel de ville, le Mont-de-Bois, et derrière une vieille chapelle, la chapelle Notre-Dame. On a opposé des hallettes, on les a vues sur les descriptions, c'est-à-dire que la place du marché, c'est la place qui est derrière. Autour de l'église, vous avez des petites hallettes, et le marché se tient là. L'intérieur de Saint-Valery, c'était comme en fleurs. Regardez. Votre attention sur ceci, là, et ceci. Donc, c'est lié à une anecdote qui se rapporte au bâtiment. Alors, je ne sais pas si vous le voyez dessous. Quand on se dans un avion, ça c'est le point d'interrogation. Donc, c'est un plan, hein. Et donc, ils réussissent cet exploit, ils sont accueillis en triomphateurs sur Broadway. The Daring Frenchmen, les Français qui osent